Alors, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis directrice adjointe du pôle muséal de Château-Thierry dans l'Aisne, donc au nord-est de Paris, entre Meaux et Épernay, pour situer un petit peu. Je suis responsable des collections. Et donc, dans ce pôle muséal, nous avons 4 musées, dont le musée Jean de La Fontaine. Ce n'est pas un hasard si ce musée est à Château-Thierry, parce que c'est sa ville natale. Et le musée prend place dans la maison natale de Jean de La Fontaine, qui est aussi un très bel hôtel particulier. Alors malheureusement, j'aurais dû prévoir une photo pour vous montrer un petit peu sa belle façade, mais je vous invite plutôt à vous y rendre, même si c'est un peu à l'autre bout de la France. Et en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai découvert votre belle ville de Pau pour la première fois aujourd'hui. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous proposer une petite promenade à travers les arts plastiques, plus exactement art décoratif, art populaire. Alors je fais une petite sélection parce qu'on ne peut pas tout montrer, ça ne peut pas être exhaustif malheureusement. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment l'écrivain le plus illustré de la langue française, qu'est Jean de La Fontaine, a été aussi une source d'inspiration très importante dans les arts plastiques, aussi bien dans un milieu très élitiste que sont les salons du XVIIIe siècle. Donc il va y avoir un premier temps vraiment concentré sur ces salons, salons mondains, salons où fleurissent les arts décoratifs, mais aussi dans un second temps, surtout à partir du 19e et jusqu'à nos jours, dans des productions beaucoup plus populaires, qui d'ailleurs n'est pas du tout acceptée comme étant une production artistique dans le système un peu académique des arts, mais vaut tout à fait vaut toute notre attention et est effectivement très intéressant dans la mesure où Jean de La Fontaine en fait traverse toutes les cultures, toutes les couches de la société, tous les médiums, tous les modes de production. Mon propos va se limiter aux fables. Là, dans le titre, il y a le mot œuvre, mais en fait, il s'agira surtout des fables de Jean de La Fontaine en lien avec l'exposition qui était juste à côté. Bien que Jean de La Fontaine ait été l'auteur d'une œuvre extrêmement diverse, puisqu'il a aussi bien écrit des livrets d'opéra que de la paraphrase religieuse, ou alors les très célèbres contes libertins, qui peuvent être aussi très intéressants à étudier dans la représentation dans les arts décoratifs. Mais pour des raisons de concentration de notre propos, on va se limiter aux fables, surtout qu'elles sont beaucoup plus connues. Donc pour nous tous, ce sera plus facile d'avoir un peu des échos liés à cette œuvre. Alors, pour commencer, avant de vous proposer ce parcours de cette petite promenade dans les 18e et 19e siècles, nous allons commencer par la source et une petite explication de pourquoi est-ce que Jean de La Fontaine et surtout ses fables ont un lien si particulier avec les représentations iconographiques, que ce soit dans le livre illustré, dans la peinture ou dans les arts décoratifs que nous allons voir. Alors je vous ai dit en introduction, dans mes premiers mots, que Jean de La Fontaine était l'écrivain le plus illustré de la littérature française. Ce constat est très certainement lié au fait que la première édition des fables, qui est parue en 1668 à Paris chez Claude Barbin, était déjà illustrée. C'est-à-dire que Jean de La Fontaine a écrit ses fables non pas en créant lui-même des illustrations, mais lorsque son texte a paru, il a déjà été accompagné de ces vignettes qui sont l'œuvre de François Chauveau. Donc c'est un graveur parisien, un des plus appréciés du temps, un illustrateur à la mode. Et donc il crée une centaine de gravures, 130 vignettes à l'eau forte très exactement, pour accompagner le texte de Jean de La Fontaine, pour accompagner chacune des fables de ce premier recueil. Et donc on voit que dès le début, il y a une association très importante entre le texte et l'image, ce qui est assez rare dans l'édition française, en tout cas de cette époque. Et donc le lecteur est invité à aller de l'un à l'autre, à aller du texte à l'image, l'un et l'autre s'enrichissent. On ne sait pas du tout s'il y a eu des relations entre Jean de La Fontaine et cet illustrateur François Chauveau. On n'a aucune trace d'éventuels échanges ou d'une éventuelle commande, mais on se doute très fortement qu'ils ont pu quand même partager leur approche commune du texte. Et cette première édition des Fables de La Fontaine a connu 40 réimpressions, 37 nouvelles éditions du vivant de l'auteur, plus 4 contrefaçons, ce qui montre aussi le succès d'une édition. On le voit aussi avec ces contrefaçons éditées chez des éditeurs qui n'étaient pas autorisés à le faire. Donc c'est le plus gros succès de librairie du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, nous connaissons une cinquantaine d'éditions, toutes plus belles les unes que les autres.
au 19e et au 20e siècle, on peut estimer ces publications, ces éditions nouvelles, presque chaque année. Encore aujourd'hui, nous avons des nouvelles éditions de Jean de La Fontaine, et surtout cette année où nous fêtons le 400e anniversaire de sa naissance. Donc ces éditions sont de tout type, de tout format, traduites dans toutes les langues. Et donc, je voulais vous présenter partir de ce point de départ pour vous montrer à quel point cet auteur a naturellement pu inspirer beaucoup d'artistes et d'artisans et a pu représenter une source inépuisable dans tous les arts décoratifs et dans toutes les productions populaires. Alors, nous allons commencer notre parcours par ce premier temps consacré plutôt au XVIIIe siècle, que j'ai appelé le La Fontaine des salons, puisque nous allons surtout nous promener dans des salons de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie française ou européenne d'ailleurs, du XVIIIe siècle, et voir comment l'image s'échappe du livre pour pénétrer dans tous les domaines de la vie. Alors nous allons commencer avec un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Oudry. Je donne ses dates pour le situer un petit peu, 1686-1755, donc il a essentiellement été actif dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il est peintre ordinaire de la vénerie royale, c'est-à-dire qu'il peint les chasses du roi, et surtout du roi Louis XV. Il est aussi, dans une seconde partie de sa carrière, directeur des manufactures royales de Beauvais, qui est une manufacture de tapisserie, et puis inspecteur à la manufacture des Gobelins, dont vous avez sûrement entendu, dont on associe plus facilement le nom à la production de tapisserie. Et c'est aussi l'interprète majeur des fables dans tout ce XVIIIe siècle, puisqu'il a réalisé une série de 275 dessins pour illustrer les fables de La Fontaine. Pour mémoire, on compte à peu près, selon ce qu'on entend par fable ou pas, on compte 244 fables de Jean de La Fontaine, donc 275 dessins, il y a plus de dessins que de fables, c'est-à-dire que certaines fables comprennent une série d'illustrations. Je vous reparlerai des dessins tout à l'heure, mais nous allons nous attarder sur une autre production de Jean-Baptiste Oudry, qui sont des cartons de tapisserie. Alors, je me permets quelques petites explications, excusez-moi si vous savez déjà ce que sont des cartons de tapisserie, mais comme on n'est pas toujours habitué à ces différents termes d'art décoratif, je me permettrai des petits écarts, des petits encarts plutôt, pour vous présenter les productions, les techniques d'art décoratif au XVIIIe siècle. Pour fabriquer une tapisserie, il y a d'abord un artiste qui fait un modèle, et ensuite le modèle est transcrit sous forme d'un patron. C'est ce qu'on appelle le carton, donc c'est un patron grandeur nature qui sert au lissier, à partir duquel il peut tisser sa tapisserie. Donc Jean-Baptiste Oudry, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été directeur de la manufacture de Beauvais, manufacture de tapisserie, et donc il crée lui-même ses cartons pour les faire tisser par sa manufacture, dans les années 1735-1740. Et quand un artiste fait un carton de tapisserie, le grand avantage, c'est que cette œuvre d'art ne reste pas unique, puisqu'elle peut être retissée, y compris après la mort de l'artiste, et c'est le cas des cartons de Jean-Baptiste Oudry, puisqu'on en connaît des retissages jusqu'au XIXe siècle. Et la seule chose qui change, c'est la bordure, l'entourage, qui va être mis au goût du jour. Donc ici, je vous présente justement un des retissages des tapisseries, des cartons de tapisserie créés par Jean-Baptiste Oudry. Nous sommes à Paris, dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Nissim de Camondo, qui est l'hôtel d'un grand collectionneur, aujourd'hui musée, qui est très intéressant à visiter, puisqu'on voit l'intégralité de la collection de ce mécène des collectionneurs laissée dans les pièces où il a voulu les installer. Donc c'est une tenture au décor des fables, qui a été tissée par la manufacture d'Aubusson, donc non pas par Beauvais, dont Oudry était directeur, mais par une autre manufacture de tapisserie, et une trentaine d'années après la création des cartons, après la mort de Jean-Baptiste Oudry, pour vous montrer comment cette œuvre peut se perpétuer même après la mort d'un artiste. Donc cette tapisserie n'avait pas été faite pour l'hôtel, parce que l'hôtel c'est un hôtel du 19e siècle, elle a été achetée par le collectionneur, et elle avait été réalisée pour le collège de Sorèze, dans le Tarn. Je vais vous montrer un petit détail. Donc voici la tapisserie illustrant la fable « Le loup, la mère et l'enfant », qui raconte l'histoire d'une mère menaçant son enfant qui refuse de lui obéir, d'être mangé par le loup s'il ne lui obéit pas. Un loup était devant la porte à ce moment-là et croit ce que la mère dit. Il se dit « Tiens, je vais pouvoir manger cet enfant ».
Malheureusement, des gardes gendarmes arrivent et tuent le loup. Donc c'était un peu une manière de présenter le fait de ne pas forcément croire tout ce que l'on entend. Et vous voyez ici la magnifique bordure propre à ce dernier tiers du XVIIIe siècle, décor de fleurs, qui est donc une création de la manufacture d'Aubusson. Donc ces cartons de Jean-Baptiste Oudry, donc on les retrouve sur des grandes tentures placées sur les murs des salons. On peut aussi les retrouver sur des sièges. Parce que l'intérêt de la tapisserie, c'est qu'on peut aussi l'adapter en dimension, comme ce sont des textiles, ça peut prendre toutes les formes. Donc voici un fauteuil à la reine. Donc un fauteuil à la reine, c'est un fauteuil qui se place contre un mur, puisque le dossier est plat, ce qu'on appelle un fauteuil meublant. Qui est conservé dans les collections du musée Carnavalet à Paris et qui représente la fable Le singe et le chat, toujours d'après les cartons d'Oudry. Et on voit ici la créativité des artisans de la manufacture, puisqu'ils ont choisi de nouveau un autre type de bordure, cette fois-ci rouge et non plus bleu, avec d'autres formats de fleurs. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit l'œuvre de La Fontaine qui peut être... de La Fontaine vue par Jean-Baptiste Oudry, qui peut être réinterprétée et transcrite sur différents supports. On va retrouver Oudry sous une autre forme, cette fois-ci le dessin et la gravure. Donc, tout à l'heure, je vous disais que Jean-Baptiste Oudry avait réalisé 245 dessins autour des fables de La Fontaine, des dessins très précieux qui ont été réalisés sur papier bleu. C'est une teinte de papier qu'on utilise souvent au XVIIIe siècle. Des dessins faits à l'encre noire et au lavis, donc c'est avec un petit peu comme une aquarelle finalement de l'encre qui est diluée et appliquée au pinceau, et des rehaut de gouache blanche, donc des dessins très sobres finalement dans leur approche, mais qui donnent beaucoup de vivacité à la scène, et dont notre musée, le musée Jean de La Fontaine, a la chance de conserver 3 exemplaires. Donc ce sont des dessins qui ont tous été malheureusement dispersés dans différentes collections. Et très peu sont en collection publique. Ces dessins, Jean-Baptiste Oudry, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompée de nom. Donc ces dessins ont été exécutés par Jean-Baptiste Oudry dans les années 1729-1734, et ils ont été achetés par un amateur qui s'appelle Jean-Louis Regnard de Montenot. Et cet amateur décide de les faire adapter en gravure pour créer une édition de luxe des fables de La Fontaine. Donc, pour passer du dessin à la gravure, il faut nécessairement quelqu'un qui puisse les adapter, parce qu'il faut que le graveur, qui est un technicien, puisse se caler sur quelque part un patron, un petit peu comme tout à l'heure quand je vous parlais des tapisseries. On part d'un carton, vraiment d'un canevas, de quelque chose d'assez technique. Donc il les fait adapter par un graveur, un des plus grands graveurs de l'époque, qui est aussi un grand dessinateur, Charles-Nicolas Cochin, qui fait adapter ses dessins pour qu'ils puissent ensuite être transcrits en gravure par lui-même ainsi que par d'autres grands graveurs de l'époque. Et l'édition qui est accompagnée de ces gravures est publiée en 4 volumes entre 1755 et 1759. Et c'est une édition extrêmement luxueuse qui a connu un très grand succès tout au long du XVIIIe siècle et qui a contribué de manière décisive à la diffusion de l'œuvre de Jean de La Fontaine et à son appropriation sociale, puisque comme c'est une œuvre luxueuse, elle est recherchée par les grands amateurs, par finalement l'élite intellectuelle et sociale de l'époque. Et elle a eu une influence importante sur toutes les générations suivantes. Donc pourquoi je vous parle de la gravure? Ici, c'est surtout pour voir comment une œuvre peut être réinterprétée, diffusée, reproduite par différentes personnes tout au long au fur et à mesure du temps, et surtout comment est-ce qu'elle peut aussi être diffusée en dehors des frontières de France. Alors déjà, on voit que rien que le fait d'interpréter un dessin en gravure, d'ailleurs j'ai donné le terme interpréter, je voulais dire reproduire un dessin en gravure, il y a forcément une part d'interprétation. Je vais vous montrer comment on interprète, comment est-ce que le passage du dessin à la gravure peut donner un certain biais. Alors je ne sais pas si c'est très précis, si vous voyez bien. Moi, sur mon écran c'est forcément un peu plus net parce que c'est pas le même, il y a moins de pixels, je veux dire.
Je voudrais vous proposer une petite comparaison entre le dessin réalisé par Jean-Baptiste Oudry pour illustrer la fable Le paysan du Danube et la gravure qui en a été tirée par Charles-Nicolas Cochin. Alors le paysan du Danube, en quelques mots, c'est l'histoire d'un paysan sous l'Empire romain, un paysan des bords du Danube, donc plutôt ce qui correspondrait aux régions germaniques, un paysan au physique ingrat qui est envoyé par ces villes pour plaider au nom du peuple germanique auprès du Sénat romain. Et il vient reprocher aux sénateurs romains leur inconduite et les mauvais exemples qu'ils donnent à ces peuples germaniques. Et en fait, son courage lui vaut l'admiration des Romains, l'admiration des vainqueurs. Et malgré son apparence assez fruste, assez paysanne quelque part, il fait preuve d'une grande éloquence et d'une grande subtilité dans le propos. Donc on voit deux manières de lire la fable. Chez Oudry, à gauche dans le dessin, vous voyez un paysan qui a une démarche beaucoup plus enlevée, beaucoup plus souple que le paysan de droite, qui d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez bien que la gravure est toujours en miroir par rapport au dessin, puisque forcément, quand on l'a tous fait, hein, quand on le grave comme le dessin, mais ensuite on applique la plaque sur la feuille et on se retrouve en miroir. Donc je reprends, on voit chez Oudry une démarche beaucoup plus enlevée, beaucoup plus souple, des vêtements plus élégants. Il porte une veste ajustée, boutonnée, un petit peu à la manière d'un habit que pourrait porter un personnage d'importance, enfin un personnage en tout cas un petit peu fortuné. Il est chaussé de fin brodequin, tandis qu'à droite, dans la gravure, vous voyez véritablement un paysan tel qu'on peut se l'imaginer, tel qu'on imagine aussi, tel qu'est l'iconographie des barbares dans l'Antiquité. Donc un personnage avec des chausses lacées, avec une casaque grossière, fourrée. Et on reprend vraiment, on voit que Cochin, en fait, transcrit ce qu'il voit chez Oudry en le mêlant avec sa propre lecture de la fable de La Fontaine, puisqu'il revient directement aux vers de La Fontaine, que je vais vous citer, les vers qui décrivent le paysan. Son menton nourrissait une barbe touffue, toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tortu, grosses lèvres, portait saillon de poils de chèvre et ceinture de joncs marins. Tandis que chez Oudry, le dessin de gauche, il y a plutôt une insistance sur la délicatesse de la rhétorique de ce paysan qui en fait quelque part transperce et vient recouvrir la rudesse de l'apparence. Donc Oudry, si on veut, se rapporterait plutôt au premier vers, un des premiers vers de la fable. Il ne faut point juger les gens sur l'apparence. Et tout ce que Oudry esquisse, Cochin l'accentue. La barbe, la ceinture de jonc, l'allure pesante. Donc voilà une petite leçon pour vous montrer comment, rien qu'en passant en fait, du dessin à la gravure, déjà on peut changer complètement d'ambiance quelque part. On peut avoir une interprétation personnelle. Donc aujourd'hui, quand on nous parle des gravures d'Oudry, enfin de l'illustration d'après Oudry, c'est bien d'après Oudry. Ce n'est pas Oudry lui-même qui a conçu ces gravures pour l'ouvrage. Comment est-ce que ces gravures ont pu ensuite être transcrites et ont pu permettre à cette iconographie de se diffuser un peu partout, et de plusieurs manières différentes? Un premier exemple, nous allons voyager jusqu'à Montpellier, dans un hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel Estorque. Au rez-de-chaussée de cet hôtel, il y avait une salle à manger qui a été décorée vers 1757 de très élégants stucs, donc décor de plâtre, notamment avec 4 scénettes dans les encoignures. Alors aujourd'hui, c'est une boutique, c'est un magasin dans lequel je n'ai pas eu malheureusement la chance d'aller, donc les photos sont extrêmement floues parce que je n'ai pas réussi à trouver de meilleure qualité. Et ce qui est assez étonnant, c'est que nous sommes 2 ans après le début de l'édition des fables illustrées d'après Oudry, et déjà 2 ans après, on a, vous voyez, ces gravures qui se retrouvent quasiment à l'identique, en 3 dimensions, sous forme de stuc dans ces ornements d'encoignure. Donc ici on retrouve la fable « Le loup plaidant contre le renard par devant le singe ». Donc mis à part l'architecture du fond, on a absolument tous les éléments placés de la même manière, même geste pour les animaux. Donc c'est assez étonnant.
Puis un autre exemple, toujours dans cette ancienne salle à manger de l'hôtel Estorque, le renard et la cigogne, même chose, exactement la même composition. Donc on voit comment, par la gravure, une œuvre peut se diffuser, puisqu'elle est accessible à tous, enfin, sous réserve qu'on puisse bien entendu consulter ou acheter l'ouvrage, mais c'est beaucoup plus facile que, par exemple, de consulter un tableau. C'est vrai que c'est une vision, nous n'avons plus cette vision-là aujourd'hui, puisque nous sommes habitués aux écrans, nous avons beaucoup de numérique, et même avant l'arrivée du numérique dans nos vies, il y avait la photographie qui permettait une diffusion très large de toutes les productions visuelles, mais il faut savoir il faut se rappeler, enfin, même si on ne disait pas, mais se remettre dans la peau d'un homme du XVIIIe siècle qui n'a pas accès à toutes les créations plastiques s'il n'y a pas eu une transcription par la gravure. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Quand vous pourriez éteindre, je pense qu'on y verrait mieux. Ah, bah très bien. Contrasté, non? Vous allez faire lire, c'est là-bas. Oui, mais il y a quand même les néons juste au-dessus. Non, là-bas, on a coupé l'autre porte. C'est un essai, parce que... C'est mieux? Ah bon, tant mieux. Donc je continue la promenade, toujours accompagnée de nos gravures d'après Oudry. Cette fois-ci, nous quittons Montpellier et Sestuc et nous allons à Jouy-en-Josas, qui abrite la célèbre manufacture de toile que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de toile de Jouy, fondée en 1760 par un Allemand qui s'appelle Oberkampf. Et donc une des toiles de Jouy les plus connues qui est encore produite aujourd'hui, donc si vous voulez l'acquérir pour vos intérieurs, c'est encore possible, c'est cette toile de Jouy, qui reprend la fable Le meunier, son fils et l'âne. Donc l'artiste qui s'est chargé de reprendre ces motifs s'appelle Jean-Baptiste Huette. C'est un des artistes majeurs de la fin du XVIIIe siècle, et il est surtout connu pour des scènes de pastorale légères, des bergeries un peu dans le goût de François Boucher. Donc thématique qui correspond tout à fait à cette fable, en particulier cette fable-là de La Fontaine, mais de manière générale à l'esprit des fables de La Fontaine tel qu'on pouvait le concevoir, puisqu'il y a une part importante justement de la nature. Jean-Baptiste Huette travaille pour la manufacture de toiles de Jouy, en fournissant de nombreuses scénettes. Alors, il va s'inspirer directement des gravures d'après les compositions d'Oudry, mais en les reprenant un petit peu à sa sauce. L'intérêt, c'est que Oudry, je vous disais tout à l'heure, avait produit plus de dessins qu'il n'y avait de fables, puisqu'il y a des séries de dessins pour une même fable, et c'est le cas de cette fable, Le meunier, son fils et l'âne. Comme il y a plusieurs moments dans la fable, je ne vais peut-être pas vous la re-raconter, parce que je suppose que vous l'avez tous en tête, l'histoire de ce père et de son fils, qui à chaque fois alternent entre l'un sur l'âne, l'autre à pied, on porte l'âne, on se met tous les deux dessus, et l'entourage n'est jamais content de la solution qu'il observe. L'avantage de la composition d'Oudry, c'est que du coup, il peut présenter tous les moments de la fable. Et c'est ce qui intéresse aussi Jean-Baptiste Huette, qui aime beaucoup raconter des histoires dans ses toiles. Et donc, il va utiliser justement tous ces différents épisodes. Ici, je vous montre la deuxième planche, donc le deuxième moment de la fable, avec cette fois-ci le fils sur l'âne. Et on le retrouve, alors je ne sais pas si... Ah voilà, c'est très bien, vous voyez ma souris. On le retrouve ici. Donc, c'est avec de nouveau un phénomène d'inversion, puisque probablement pour passer de la gravure, il a fallu de nouveau une autre planche gravée pour transcrire la gravure sur le textile. Donc on retrouve encore l'inversion, si vous voulez, c'est un double phénomène de miroir. Et les petits personnages qui se trouvent derrière, on les retrouve de nouveau ici sur notre toile. Donc là, ici, c'est le troisième moment de la fable, avec cette fois-ci le père monté sur l'âne, que nous avons de nouveau dans notre toile. Alors, je fais moi aussi un petit Où est Charlie? Oui, c'est ça. Ici, à chaque fois, je me perds. Voilà, nous le retrouvons là. Et on voit que Jean-Baptiste Huette a interprété aussi à sa manière la planche gravée d'après Oudry, puisqu'on ne retrouve pas d'édifice construit derrière nos deux personnages et derrière notre âne, et que le groupe des femmes qui se trouve ici à gauche est transcrit différemment. On les voit de part et d'autre d'une sorte de lavoir. La quatrième planche, avec cette fois-ci le père et le fils, tous les deux à califourchon sur notre âne.
Donc on reste voilà, dans le principe de l'inspiration, avec ce bâtiment qui est également repris ici, mais de nous, quelque part réinterprété, revu par Jean-Baptiste Huette, avec un petit peu de... il y met sa touche personnelle. Et de nouveau le groupe des jeunes femmes et jeunes hommes, qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni, placé auprès d'un arbre et non plus directement au pied de cette architecture. Voilà. Une autre interprétation possible des gravures d'après Oudry, c'est ce modèle pour des assiettes. Je n'ai, à ma connaissance, pas vu de réalisation directement dans la faïence de ces modèles gravés. Là, il s'agit vraiment de planches gravées, où vous voyez comme une sorte de série de gravures qui auraient été jetées sur la table, puis ensuite découpées pour pouvoir s'adapter parfaitement au contour d'une assiette. Donc de manière assez originale, comment est-ce qu'une gravure peut se retrouver dans différents aspects différentes techniques de l'intérieur, de décor intérieur, pardon. Je vous avais annoncé aussi une petite sortie hors de France, donc nous allons nous rendre à Lisbonne, voilà, au monastère Saint-Vincent de Fora, Saint-Vincent hors les murs. Un monastère qui a été fortement endommagé par le tremblement de terre de 1755, ce grand tremblement de terre qui a détruit une bonne partie de la ville, et à l'issue duquel beaucoup de bâtiments ont été reconstruits, réaménagés, dont ce monastère Saint-Vincent de Fora. Et un des éléments importants de ce réaménagement, c'est la mise en place d'un très important décor d'azuleros. Donc ces carreaux de faïence qui sont apparus en Andalousie dès le XVe siècle en lien avec l'occupation arabe, et qui ont connu une certaine apogée au Portugal au XVIIIe siècle. Donc ces carreaux de faïence bleus et blancs qui représentent soit des scènes historiées, soit des motifs décoratifs, et qui servent de revêtement de façade ou de revêtement intérieur, pour des décors intérieurs. Donc dans ce monastère, on a étonnamment un cloître décoré des Fables de La Fontaine, ce qui n'est pas forcément une thématique très religieuse. Et ces Fables de La Fontaine, ce n'est pas n'importe quel modèle qui est choisi, puisque ici vous avez l'ours et l'amateur de jardin, vous retrouvez directement notre gravure d'après Oudry. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce que ça fait au Portugal ? Alors deux explications possibles. D'une part, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est très facile d'accéder à des modèles à partir du moment où ils sont reproduits en gravure, puisqu'ils peuvent être diffusés. Mais c'est aussi qu'au Portugal, au XVIIIe siècle, il y a la présence d'artistes français, d'artistes et d'artisans français, entre autres au sein de la manufacture du Rato, manufacture d'azuleros, qui aurait pu, peut-être qu'un des artisans de cette manufacture a pu directement s'inspirer de cette série de gravures. Et l'art français étant florissant, il est aussi une véritable référence dans toute l'Europe à cette époque. Voilà, donc pour le plaisir des yeux, je vous fais défiler la fable Les Deux Chèvres, avec sa transcription en panneau d'azuleros. Voilà, donc là nous allons quitter Jean-Baptiste Oudry pour voir un petit peu comment les fables de La Fontaine ont pu aussi se développer partout en lien avec ce que j'appellerais un âge d'or des arts décoratifs. Nous sommes à une époque, début XVIIIe siècle, où nous entrons dans ce qu'on appelle la Régence. Donc le neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, assure la Régence de la mort de Louis XIV en 1715 à l'avènement de Louis XV en 1723. Et durant cette période, la haute société aspire plutôt à quitter la cour de Versailles, où il y a une étiquette, un protocole assez rigide, pour la vie des salons parisiens, où on met en avant un mode de vie beaucoup plus souple, beaucoup plus justement dans l'intimité, dans le raffinement, à l'écart du protocole, donc dans une véritable société de plaisir. C'est donc une époque où beaucoup d'hôtels particuliers sont construits à Paris, en particulier sur la rive gauche, dans le faubourg Saint-Germain, puisque le quartier du Marais, qui était très à la mode, très à la mode au XVIIIe siècle, était trop construit. Donc il n'était plus possible de trouver des terrains libres pour ces nouveaux hôtels particuliers. Et donc je vous emmène ici dans un hôtel particulier de ce faubourg Saint-Germain, qui est l'hôtel de Noirmoutier, qui est aujourd'hui la résidence du préfet d'Île-de-France et de Paris,
Et c'est un hôtel particulier qui a été construit en 1719 par l'architecte Jean Courtonne pour le duc de Noirmoutier, Antoine-François de la Trémouille. Et qui dit nouvel hôtel particulier dit aussi nouveaux décors intérieurs. Et donc dans cette profusion, ce grand mouvement de construction et de création d'art décoratif, les fables de La Fontaine vont trouver une place toute particulière. Donc on le voit dans ce salon, vous voyez, orné de belles boiseries, de ce qu'on appelle l'art rocaille. Alors, je vais vous montrer quelques détails après. Cette boiserie était, on le pense, était plutôt polychrome, c'est-à-dire peinte de plusieurs couleurs qui ont malheureusement disparu sans doute lors d'une restauration où on a souhaité retrouver la teinte naturelle du bois. Voilà deux détails de deux fables. Vous reconnaissez à gauche le loup et l'agneau et à droite le renard et la cigogne. Alors, pourquoi ces fables se retrouvent sur des panneaux de boiserie? Déjà, les panneaux de boiserie sont des décors extrêmement travaillés dans cette première moitié du XVIIIe siècle parce que ce sont des éléments de luxe et des éléments de confort. Des éléments de luxe parce qu'on peut avoir cette minutie, cette délicatesse dans la sculpture et arriver à une profusion décorative très importante. Mais aussi éléments de décor parce que quand vous mettez des boiseries dans une pièce, vous avez plus facilement chaud. Et vous avez une isolation acoustique qui n'est pas négligeable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la société de l'époque cherche à quitter le protocole et quelque part la froidure et la rigidité de Versailles pour quelque chose de plus intime, de plus chaleureux. Donc le principe même de la boiserie est tout à fait apprécié. Autre aspect, c'est dans ces arts décoratifs, dans cet âge d'or des arts décoratifs, on recherche les formes végétales. Vous voyez ces rinceaux qui encadrent nos petites scénettes. Ils sont faits de rinceaux végétaux, tout en courbe et contre-courbe, avec une coquille en contrebas. Donc on est tout à fait dans le vocabulaire qui se développe à cette époque, qui est le vocabulaire rocaille. Et qui du coup entre parfaitement en écho avec l'univers des fables de La Fontaine, où le registre animalier est particulièrement développé. Alors dans ce salon, on a 4 scènes, je vous en montre que 2. 2 de ces scènes sont directement tirées des fables d'Ésope, qui est le grand inspirateur de La Fontaine, une des principales sources de La Fontaine dans ses fables. Donc ces deux fables d'Ésope sont le lion et la chèvre et la poule et l'hirondelle. Et ces 2 fables que nous voyons ici, le loup et l'agneau et le renard et la cigogne, existent aussi bien chez Ésope que chez La Fontaine. Donc on voit dans ce salon qu'on a un glissement justement de l'iconographie ésopique vers l'iconographie lafontainienne, puisque cette iconographie, la référence à Ésope était tout à fait de mise, et peu à peu on passe vers La Fontaine proprement dit. Donc on sait que le commanditaire s'est investi personnellement dans la création de ce décor, qu'il a guidé quelque part la main de l'artiste, la main de l'artisan dans le programme iconographique, ce qui montre qu'il y a véritablement une appropriation sociale et culturelle des fables par les élites du XVIIIe siècle qui s'en emparent, qui décident de les avoir dans leurs intérieurs. Et dans ce salon, il y a une réflexion, c'est pas uniquement un décor, c'est aussi toute une réflexion qui est portée sur les vertus, en particulier les 4 vertus cardinales, la prudence, tempérance, justice et force. Et ici, vous avez 2 vertus illustrées. Dans le loup et l'agneau, c'est la vertu de justice, qui est ruinée par une force arbitraire, puisque l'agneau demande justice, tandis que le loup détruit cette demande de justice par un mauvais usage de la force. Et de l'autre côté, le renard et la cigogne, qui est un exemple de vengeance dans les limites de la civilité. Donc on pourrait dire que c'est un autre exercice de la force. Toujours pour vous montrer comment les fables de La Fontaine s'intègrent parfaitement dans toutes ces créations propres aux arts décoratifs du XVIIIe siècle, je vous emmène cette fois-ci à Chantilly, dans le petit château de Chantilly. Donc il y a le grand château et le petit château qui... excusez-moi, je ne trouve plus le terme, qui se détache du grand château et qui comporte les petits appartements les petits appartements du duc et de la duchesse de Bourbon.
Et donc ce cabinet, ce boudoir, fait partie de ce qu'on appelle les singeries. Donc il n'en existe plus que 4 en France. Ce sont des salons qui sont décorés de singes habillés comme des hommes et mis en scène dans des actions humaines. Très apprécié au XVIIIe siècle, qui aime beaucoup ce jeu du travestissement, de ce goût pour l'exotisme, se regarder au travers se regarder à travers l'apparence de l'autre. Donc ce décor de singerie a été peint par l'artiste Christophe Huet en 1735. Dans ce cabinet-là, on ne voit que des guenons, donc plutôt des singes, des singesses, comme ça pouvait être évoqué à l'époque, habillés en grandes dames, qui sont mises en scène dans des activités de détente liées aux 4 saisons. Et au plafond, donc je vais vous montrer quelques détails, nous avons, de nouveau, des femmes de La Fontaine qui prennent place dans ce décor. Vous voyez à gauche la fable Le coq et la perle. Non, pardon, excusez-moi, la poule aux œufs d'or. Non, le coq et la perle est représenté, mais ce n'est pas dans les photos que j'ai choisies. La poule aux œufs d'or à gauche. En haut à droite, le renard et la cigogne de nouveau. Et puis en bas à droite, le renard et les bustes, avec une très grande finesse de dessin. Pour moi, il y a un lien particulier justement entre les fables de La Fontaine et les singeries. Même si on ne conserve que très peu d'exemples de singerie en France et que c'est la seule où les fables sont représentées. Parce que le singe a une place de choix dans les fables. Il est présent dans 14 fables de La Fontaine. Le principe même d'une singerie, c'est de montrer quelque chose de l'homme à travers la dérision, à travers l'imitation. On est entre la fantaisie et la vérité. On est entre le raffinement, justement des activités plutôt aristocratiques, et l'humour. Et ces caractéristiques sont exactement celles des fables de La Fontaine. Entre dérision et imitation, entre fantaisie et vérité, entre raffinement et humour. Et on peut reprendre un des vers de La Fontaine dans son prologue à Monseigneur le Dauphin, qui ouvre le premier recueil de fables. « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Un petit peu comme une singerie se sert des singes pour instruire les hommes. Nous restons dans ces salons mondains, et cette fois-ci nous avons un clavecin. Un clavecin qui est conservé au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, qui a été fabriqué par un facteur de clavecin flamand qui s'appelle Johannes Rückers le Jeune, fabriqué en 1632 et repris en 1745. Il a été agrandi et il a été orné de fables, entre autres, sur tout son pourtour, voilà, sur ce décor à fond d'or, qui utilise la technique que l'on appelle la technique du vernis martin. Donc c'est une technique de lac à la française, développée justement dans ces années-là, au milieu du XVIIIe siècle. Donc je vous montre vite quelques petits détails. Alors pardonnez-moi les photos qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc, on va se concentrer d'abord sur voilà, celle-là ici. C'est peut-être voilà, le renard et la cigogne par exemple. Et ce clavecin, c'est pour moi l'occasion de vous montrer comment les fables de La Fontaine pouvaient servir autrement que de décor, pouvaient aussi être un outil dans les divertissements qui se passaient dans ces salons. Donc ici nous avons sur ce clavecin une dizaine de fables mises en scène dans un décor d'arabesque et de guirlandes florales. Vous voyez ici quelques détails de l'arabesque, je vais vous mettre la scène d'après. Voilà. On voit très bien ces très belles guirlandes, on retrouve encore le goût propre à la rocaille, de la courbe et de la contre-courbe, des éléments tirés de la nature. Sur ce clavecin, les scènes représentées sont directement inspirées des vignettes de François Chauveau. Souvenez-vous, François Chauveau, c'est le premier illustrateur des Fables de La Fontaine, dont les vignettes ont accompagné la première édition de 1668. Donc ici, nous avons le lion et le rat. Non, excusez-moi, je dis des bêtises, c'est pas du tout ça. Non, alors attendez, là c'est... Je mélange. Vous me disiez, oui, il y a un ours. Ça, je suis bien d'accord. Je suis désolée, attendez. Bon, en tout cas, ici, on avait effectivement
voilà. Là, ici, c'est le lièvre et la tortue. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Chauveau a inventé le personnage du renard, pardon, je mélange les animaux, le personnage du singe portant la couronne de la victoire pour couronner cette tortue qui n'existe pas du tout dans le texte. Parce que je pense que vous l'avez tous en mémoire, il n'y a pas de singe chez le lièvre et la tortue. Et on retrouve ce singe dans le décor du clavecin. Donc c'est bien qu'il y a une référence directe en fait, à l'illustration de Chauveau. Donc de nouveau, voilà un exemple aussi de diffusion d'une iconographie à travers la gravure et à travers les éditions. Et donc, si je vous parle de ce clavecin, c'est que donc, cet instrument de musique servait certes à jouer des pièces musicales, mais servait aussi d'éléments décoratifs de prestige, puisque c'était un instrument extrêmement coûteux, et que présent dans un salon, il pouvait servir aussi d'éléments, enfin son iconographie pouvait servir d'éléments pour alimenter la discussion, créer un peu, si vous voulez, des jeux de devinettes. On avait plaisir à essayer de reconnaître les fables, un petit peu comme moi qui me suis fait prendre au piège ici en n'étant plus capable de retrouver la fable en question. Voilà, c'était vraiment un jeu de devinettes, on travaille un travail de la mémoire, un travail aussi sur les jeux d'esprit, on échange les uns les autres en essayant de retrouver des vers de la fable. On sollicite le savoir à travers la mémoire visuelle. Donc c'est véritablement aussi un instrument de la vie mondaine de ces salons, qui est une vie faite aussi de littérature, où se rencontrent écrivains, poètes et philosophes. Alors voilà, pour vous dire que donc, les fables de La Fontaine comme élément de distinction, donc élément de distinction intellectuelle, où on essaye de briller dans les salons, mais aussi élément de distinction en essayant de faire porter la culture française à l'étranger. C'est le cas de ce service en porcelaine, en porcelaine de manufacture de Sèvres, qui est signé d'un des artistes de la manufacture qui s'appelle Christophe Ferdinand Caron, réalisé en 1807-1808, et qui a été offert par l'empereur Napoléon Ier au prince Guillaume de Prusse, donc qui a servi de cadeau diplomatique. On voit que le décor peint est d'une très grande qualité, d'une très grande finesse. C'est d'ailleurs un des chefs-d'œuvre de Caron, ce peintre de la manufacture de Sèvres, qui est aussi peintre animalier, qui s'est beaucoup inspiré pour ses compositions des animaux du Jardin botanique de Paris, et d'après aussi les représentations que l'on pouvait trouver dans les livres. Et on voit ici, pour la petite anecdote, un mélange assez intéressant entre les fables de La Fontaine et des formes tirées de l'Antiquité grecque, qui était alors très à la mode. Donc ce service de prestige montre combien les fables de La Fontaine finalement faisaient partie aussi de cet élément que l'on cherchait, de ce prestige de la culture française que l'on cherchait à exporter. Et puis, toujours les fables de La Fontaine comme élément de distinction, on pouvait chercher à se distinguer en montrant sa culture, en portant sur soi, dans son habillement, des éléments ornés des fables de La Fontaine. Vous avez à droite une agrafe ou bien une boucle de ceinture qui se trouve au musée Jean de La Fontaine, qui est en acier avec un décor d'ivoire à l'intérieur des parties circulaires. Une sorte de dentelle d'ivoire extrêmement fine sur un fond de clinquant, donc un fond brillant, qui représente d'un côté le coq et le renard, ici, et à droite le renard et la cigogne, sans doute destiné à un vêtement féminin. Donc c'était une manière de se distinguer, de manifester sa culture, sa connaissance d'une partie de notre patrimoine littéraire. Ou encore un autre petit objet qui se trouve aussi dans nos collections, qui est d'un grand raffinement, qui est une vinaigrette. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une vinaigrette. Donc elle est en cristal taillé, donc c'est un tout petit coffret, il faut vraiment de toute petite dimension, à peine 5 cm de large, qui est un contenant. Donc vous voyez ici cette partie qui est illustrée de la fable Le Corbeau et le Renard, qui est en filigrane, en or. C'est une partie qui se soulève. J'aurais bien aimé l'avoir devant moi pour vous montrer le mécanisme. Et à l'intérieur se trouve une petite éponge qui sent encore d'ailleurs dans notre objet. Une petite éponge imbibée de parfum, un parfum assez relevé et qui servait aux dames fortement corsetées de pouvoir reprendre leurs esprits lorsqu'elles étaient passibles d'évanouissement à cause de ce corset trop serré.
Et donc c'est aussi un objet utilitaire, mais surtout un objet d'apparat, puisqu'on pouvait le porter accroché à sa ceinture. C'est une forme un peu de bijou aussi. Nous allons quitter le XVIIIe siècle et les salons mondains pour une toute autre époque, le XIXe, et voir comment justement les fables de La Fontaine ont connu finalement une autre fortune, un autre type de succès. Cette fois-ci, dans toutes les couches de la société, jusqu'au plus simple, puisque comment est-ce que aussi Jean de La Fontaine a été transformé en auteur populaire et même en auteur pour enfants. Parce que ne nous cachons pas, aujourd'hui, quand on pense fable de La Fontaine, on pense avant tout monde scolaire, on pense enfance. On n'imagine pas du tout la densité et la richesse du texte de La Fontaine. On a plutôt une vision parfois un peu biaisée de son œuvre. Alors justement, comment est-ce que La Fontaine est devenu d'un auteur pour adultes lu dans les salons aristocratiques par un public mondain et lettré? Comment est-ce qu'il est devenu un auteur pour enfants? C'est tout d'abord à travers l'usage qui en était fait par l'école. Alors la vocation scolaire de La Fontaine n'est pas nouvelle, puisqu'il est déjà en 1673, dans Le Malade imaginaire, Molière cite La Fontaine lorsque Argan demande à sa fille Louison de réciter Le Corbeau et le Renard. Donc déjà chez Molière, La Fontaine pouvait être associée à un élément éducatif, mais pas seulement. Il devient un outil essentiel du système scolaire à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il sert notamment à apprendre le latin ou le français, il sert dans des exercices de rhétorique, il sert surtout à exercer la mémoire, ce que nous avons encore aujourd'hui dans notre enseignement scolaire, à enseigner la morale bien sûr, et il a des qualités récréatives indéniables. Et encore aujourd'hui, on le voit très bien dans les ouvrages qui sont offerts en fin de primaire aux élèves de l'école, tous les élèves français. Ce sont des ouvrages de fables choisies qui sont offerts à nos élèves dans des éditions illustrées par les grands illustrateurs de notre temps, comme Emmanuel Guibert, Johannes Farr, Wutsch. Alors La Fontaine, on pouvait dire que l'élève était immergé dans un univers lafontainien. On le voit à travers ses couvertures de cahiers du Second Empire, Troisième République, excusez-moi, quelques années près, illustré de la fable Le laboureur et ses enfants. On voit très bien que la morale ici est première et c'est avant tout ce qu'on veut transmettre à l'élève. Ou encore à travers les images reçues au bout de 10 bons points, donc dans vous voyez, trois collections différentes, de la fin du 19e à beaucoup plus proche de nous, les années 50, donc certaines sont encore rééditées, comme la collection du milieu, que l'on peut encore trouver dans le commerce, voilà. Ou encore sous forme d'abécédaire, de calendrier, de fables accrochées au mur, avec parfois la fable étrangement réinterprétée. Ici, on voit la fable Le conseil tenu par les rats, avec une délicieuse mise en scène d'enfants menant une grève dans la cour de l'école. Vous voyez les panneaux « Vive les vacances », à bas les récitations, à bas les punitions aussi. À bas les leçons, pardon, pas les récitations. Et le maître qui regarde les enfants à travers la fenêtre avec un air de sévérité. Mais ce qui est étonnant, c'est que la fable n'a finalement pas un très grand lien avec l'illustration, puisqu'il s'agit avant tout, je vous redonne la morale, les derniers vers de la fable. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne? Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Donc ce serait plutôt une invitation. Là, c'est un petit peu comme si on incitait les élèves à aller jusqu'au bout de leur manifestation. Ce n'est absolument pas le propos, je suppose, qui a été développé par l'instituteur. Donc voilà, La Fontaine à l'école finalement devient la manière d'enseigner de manière plaisante une morale et d'illustrer cette morale. L'œuvre peut être disséquée jusqu'à ne plus servir jusqu'à être même réécrite. Donc j'ai malheureusement pas d'exemplaire illustré sous les yeux, mais il y a notamment la fable Le loup et l'agneau qui a pu être réécrite afin que l'agneau soit sauvé du loup, puisque finalement cette fin quelque part immorale, le pauvre agneau, c'est trop difficile
à entendre pour un enfant. Et toute l'ambiguïté, tout le caractère débridé de l'imaginaire mis en jeu finit par être refoulé. On n'est plus du tout dans la morale, dans ces morales amères qui font partie des réalités que l'adulte découvre, mais on ne veut pas les enseigner aux enfants, et on préfère se mettre en conformité avec les valeurs bourgeoises, et quelque part entrer dans la moralité plutôt que dans la morale. Tandis que La Fontaine, lui, nous invitait plutôt à être lucide sur le monde qui nous entoure et était plutôt dans une dimension on n'est pas en train de cacher le monde tel qu'il est, mais plutôt de le révéler. Quittons un peu la salle de classe pour entrer cette fois-ci dans l'univers du jeu. La pédagogie par l'image existait déjà au XVIIIe siècle, puisqu'elle l'image permettait de mieux se souvenir du texte de l'apologue. Et dès le XVIIIe siècle, on avait déjà des jeux et des jouets inspirés des fables de La Fontaine. Et ces jeux et jouets se diversifient, se diffusent dans toute la population au XIXe siècle, avec le développement de l'enseignement scolaire. Et on a en effet l'apparition de nouvelles théories éducatives. On cherche à associer l'apprentissage et l'amusement, ce qui est encore tout à fait court aujourd'hui. On se rend compte que c'est plus facile d'apprendre quand on se plaît à cet apprentissage. Ces jeux sont d'autant plus diffusés dans toute la population qu'ils sont fabriqués sur des matériaux peu coûteux, souvent du carton, du papier, imprimé, donc des productions en série. Ils sont donc accessibles à tous. Ici, je vous montre un premier exemple, c'est le jeu des fables, ou Fables de La Fontaine mise en action. Donc, vous avez à gauche un carton avec des petites encoches à différents endroits de la scène. À droite, une série de personnages. Vous voyez que chacun est rattaché à une fable qui a été numérotée. Et l'enfant est invité à placer ces personnages dans le décor, dans les différentes encoches, et à les déplacer au fur et à mesure de la fable. Donc ça, c'est un premier type de jeu. C'est un jeu qui fait appel à des connaissances, puisqu'ici, il faut que l'enfant connaisse la fable en question. Et on l'incite aussi à la réciter, à retrouver le contenu de cette fable. Mais on a aussi des jeux où la fable n'est qu'un prétexte, qu'une illustration, il n'est pas nécessaire de connaître le contenu pour réussir le jeu en question, donc des jeux de puzzle, jeux de loto ou un rébus. Donc c'est aussi rassurant pour des parents d'avoir ce contenu un petit peu plus littéraire dans un jeu, parce qu'on pense qu'on va pouvoir justement familiariser l'enfant avec ce contenu littéraire. Et enfin, un dernier type de jeu qui a pu être qui est aussi un élément d'enseignement, où on est à mi-chemin entre le jeu et l'enseignement, c'est la lanterne magique. Donc la lanterne magique, c'est cette boîte noire qui permet de projeter sur un drap des images vivement colorées, des images peintes sur des plaques de verre que vous voyez ici. Et on retrouve les différents moments successifs d'une fable, ou plusieurs illustrations de fables les unes après les autres. C'est un petit peu l'ancêtre des appareils de projection, voire des dessins animés. Les plaques de verre sont peintes à la main avec de grands aplats colorés, sans suivre de trame narrative. Ici, on n'a pas différents épisodes de la fable, on a uniquement un seul élément un peu emblématique du texte. Et je vous montre un peu comment cette lanterne magique peut être utilisée. Donc, vous voyez cette gravure, une famille assemblée autour de cette lanterne magique qui en ce moment projette la fable Le Corbeau et le Renard. Et afin de montrer l'effet que cette projection produit sur l'entourage, vous avez la servante qui a abandonné ses activités pour regarder par la porte entrouverte, et surtout le chien qui réagit en pensant voir de véritables animaux sur le mur du fond. Et donc c'est un instrument très précieux pour soutenir l'apprentissage des fables, tout en étant un moment d'amusement. Mais finalement on retrouve toujours les mêmes fables en fait. On retrouve toujours une vingtaine de fables, toujours les mêmes. C'est ce qui a permis aussi quelque part de garder le patrimoine de Jean de La Fontaine, les fables de La Fontaine vivantes. Donc là on était dans le monde scolaire, le monde de l'enfance. On va voir aussi comment Jean de La Fontaine se propage dans tous les milieux sociaux à travers des productions en série, de nouvelles techniques qui sont développées au XIXe siècle. Donc la première grande technique qui a permis cette diffusion des images tirées des fables de La Fontaine, c'est avant tout les progrès de l'imprimerie et surtout la production d'ouvrages tirés un très grand nombre d'exemplaires.
Donc ce sont les débuts de l'édition à très gros tirage, et La Fontaine est bien sûr un des auteurs les plus édités, puisque c'est un des auteurs qui aura le plus de succès. Et il y a 2 grandes entreprises commerciales que je souhaitais vous montrer. C'est celle illustrée par Jean-Jacques Granville, sur votre gauche, et celle illustrée par Gustave Doré. Donc vous avez sûrement déjà vu passer ces illustrations. Donc celle de Granville, elle remonte aux années 1837-1840. Le succès est immédiat. La première édition est rapidement épuisée, donc ici bien qu'il y a de nombreuses publications et de nombreuses rééditions tout au long du XIXe siècle, et son style est même copié par d'autres. Donc pour voilà, quelques petites caractéristiques des illustrations de Granville, c'est qu'il se plaît à représenter les animaux habillés et humanisés. Vous voyez ici la cigale et la fourmi dans la même posture et dans les mêmes tenues que si ça avait été deux femmes. Et il penche vers la caricature, il aime bien souligner la portée satirique des fables. Donc c'est aussi une manière de critiquer la société de son temps, la société du règne de Louis-Philippe. À droite, Gustave Doré, donc une édition publiée par Hachette dès 1867, qui rencontre également le plus grand succès dès sa publication. Et ce succès est dû aussi à une promotion que l'on pourrait qualifier d'agressive, parce qu'il y a des enjeux colossaux derrière, des enjeux financiers colossaux derrière cette réalisation, et notamment de nombreuses affiches, de nombreux prospectus qui sont distribués, qui proposent des échantillons du futur ouvrage à venir. Et c'est une œuvre qui se place entre le luxe et le bon marché, et l'édition bon marché, puisqu'on a différents types de tirages selon le contenu de sa bourse. Et donc on peut aussi bien chercher à se distinguer en achetant les tirages de luxe que y accéder à bas prix, enfin de manière bas prix relatif, en accédant à des tirages moins coûteux. Voilà, et alors, à la différence de Granville, Doré est plutôt s'appuie plutôt sur le côté subtil et poétique des fables. La plupart du temps, une grande partie du temps, les animaux sont entièrement substitués par des humains, sans aucune caractéristique animale. Il y a un climat que l'on pourrait qualifier d'anxiogène, avec souvent des effets de contre-plongée, des cadrages assez resserrés ou au contraire extrêmement larges. Ce travail très important du noir, du clair-obscur, qui ouvre un petit peu vers une ambiance qu'on pourrait qualifier de fantastique. Et puis une dernière édition qui me paraissait très importante de signaler pour montrer cette diffusion à grande échelle de La Fontaine, c'est celle de Benjamin Rabier, que nous avons aussi souvent en mémoire, qui est publiée cette fois-ci, on a passé l'année 1900, donc on est en 1906, chez Jules Talandier, qui a été sans cesse republiée, et qui est quelque part une anticipation de la bande dessinée, parce que vous voyez qu'il illustre la fable en plusieurs moments à travers différents cadrages. Alors, j'ai voulu vous présenter ces 3 artistes pour montrer comment les fables de La Fontaine pouvaient se retrouver quelque part dans toutes les mémoires, encore aujourd'hui. Mais les fables se retrouvent aussi dans tous les intérieurs grâce à d'autres progrès techniques liés à notre entrée dans l'ère industrielle, en particulier au travers des faïences. Alors, le 19e siècle, on dit souvent que c'est le siècle de la bourgeoisie, grâce justement à ces différents progrès techniques qui permettent à toute une nouvelle clientèle d'accéder à des productions à bas coût. Au XVIIIe siècle, on a surtout des productions de faïence ou de porcelaine, très coûteuses, la porcelaine, qui sont peintes à la main. Donc chaque exemplaire demande un certain temps de production. À partir de la toute fin du XVIIIe siècle, on a 2 innovations techniques très importantes. La première, c'est l'invention de ce qu'on appelle la faïence fine. Donc c'est une simple faïence qui imite la porcelaine sans en utiliser les mêmes matériaux, donc elle est moins chère, mais aussi de moins bonne qualité forcément. Et l'autre invention, c'est l'invention de l'impression sur céramique. Plutôt que d'avoir un décor peint à la main, on utilise les techniques de la gravure qui peuvent être directement transférées sur l'assiette, sur la faïence. Alors ici, je vous présente trois types d'assiettes différentes. La première par la manufacture de Choisy-le-Roi. Donc, on retrouve de nouveau notre cher Oudry. Quand je vous ai dit qu'il passait les époques, on le retrouve y compris au XIXe siècle.
une autre par la manufacture de Creil-Montreux, cette fois-ci à l'autre extrémité du 19e, plutôt vers 1800, donc entre 1884 et 1920, et une dernière toujours par la manufacture de Choisy-le-Roi, sous forme de rébus, qui illustre la fable Le loup et l'agneau. Donc c'est aussi donc le 19e siècle, c'est le règne de ce qu'on appelle l'assiette historiée, l'assiette à décor. On a souvent vu dans nos intérieurs, encore aujourd'hui, on en retrouve en particulier chez les antiquaires. L'intérêt, c'est que c'est aussi un succès commercial, parce que quand on vend une assiette, on ne peut pas vendre une assiette seule, on la vend forcément en série, ce qui fait que les clients sont incités à acheter un ensemble. Et puis c'est aussi une manière de faire entrer la littérature et la culture dans son intérieur à bas prix, et d'en faire aussi un élément pourquoi pas, un élément plaisant en fin de repas, puisqu'on peut s'amuser à réciter la fable, à déchiffrer le rébus, à regarder ce qu'il y a dans l'assiette des voisins une fois qu'elle est vidée. Donc tous ces éléments conduisent à avoir finalement La Fontaine présent partout, La Fontaine qui devient un élément connu de tous, accessible à tous, et qui reste, qui quelque part serait en lien avec une persistance mémorielle, une persistance une mémoire visuelle très importante, persistance dans la mémoire, sans paraphraser le titre du célèbre tableau de Dali. Là, on passe un peu du coq à l'âne, puisqu'on passe d'une assiette à une noix de coco sculptée. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette noix de coco ? Il est probable que cette noix de coco ait été sculptée dans un bagne à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Dans les bagnes, il y avait toute une production faite par les bagnards eux-mêmes, qui pouvait être vendue dans des boutiques à l'entrée des bagnes, visitées par des personnages plutôt, des touristes de l'époque, donc des personnages plutôt aisés, puisque pour aller jusque dans les régions où se trouvaient les bagnes, il fallait avoir des moyens. Et c'est un petit peu une forme d'objet insolite, très apprécié, qui est un petit peu dans l'ordre de la curiosité. Et ici, cette noix de coco a été sculptée de la fable le renard et la cigogne. Merci, oui, j'ai des moments où je me perds. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce qui a été choisi par le bagnard, c'est finalement quelque chose qu'il avait en mémoire, puisqu'il n'a absolument aucun modèle sous les yeux, puisque dans un bagne, vous n'avez pas de bibliothèque, vous n'avez pas de musée, vous n'avez pas accès à vos biens personnels. Donc ce que vous représentez dans ces différentes productions d'artisanat populaire, c'est ce que vous avez en tête, ce que vous avez en mémoire. Voilà. Alors, donc, on voit à travers ces différents exemples qu'en fait, finalement, les fables finissent par appartenir à tous. Elles sont sorties des salons, elles sont sorties des simples éditions illustrées pour devenir le dénominateur commun de tout un peuple, parce qu'elles, par leur popularité, par le fait qu'elles soient présentes dans toutes les mémoires, et finalement, elles deviennent un élément d'universalité. On le retrouve aussi dans la publicité, ce côté universel des fables, qui parle à tous. Les publicitaires l'ont bien compris, puisque c'est quelque chose qui, étant connu de tous, va être recherché par tous, et en particulier par les enfants. L'un de ces publicitaires, enfin ce n'est pas un publicitaire, pardon, mais l'un de ces personnages à l'avoir compris, c'est Monsieur Boussicot, le fondateur du grand magasin Au Bon Marché, qui a mis en place des séries d'images à collectionner, à récupérer à l'entrée du magasin tous les jeudis. Donc c'est une très très bonne technique commerciale, puisque les enfants souhaitant collectionner leurs images attiraient les parents jusqu'à l'entrée du magasin, qui ensuite bien entendu entraient avec eux pour faire des emplettes. Et parmi ces séries illustrées, ces séries de cartes, nous avons les fables de La Fontaine, réinterprétées par des artistes de Tokyo. Donc de nouveau, voilà, pour vous montrer comment cette iconographie peut sans cesse se renouveler, sans cesse être réinterprétée, mise dans une autre culture aussi, avec ici ce goût pour l'exotisme, et en particulier pour le Japon, propre à la fin du 19e, ici en 1900. Mais la fable peut aussi être réinterprétée, déformée, mise au service de la publicité. On le voit ici dans cette image qui se trouvait dans les emballages des chocolats Suchard, qui illustre la fable Le chat et la souris. On a nos petits personnages de la fable sur la gauche, humanisés sous la forme sans doute d'un riche commerçant
et d'un client, avec sur le côté différents paquets estampillés Suchard. Donc comment la fable se retrouve intégrée dans finalement la réalité commerciale et dans la publicité. Encore un autre exemple, des exemples assez savoureux. Sur la gauche, vous avez une étiquette pour une boîte de camembert, de camembert Chadbec. Donc cette fois-ci, on voit la fable détournée, réécrite, avec un nouveau texte. Voilà, tenait dans son bec un Chadbec, avec d'ailleurs même un jeu sur une rime qui n'existait pas, mais qui a été créée. Ou encore à droite, une publicité pour les pastilles Géraudel. Donc je vous lis le texte parce que je ne sais pas si vous pouvez tous le voir. « Oh, monsieur le corbeau, que vous avez la voix claire, je parie que vous prenez des pastilles Géraudel. » Alors cette fois-ci, on ne retrouve pas du tout la même poétique et la même sonorité que chez Chadbec, mais il y a aussi une mise en abîme puisque le tube de pastilles Géraudel se retrouve dans le bec du corbeau à la place du fameux fromage. Ou encore un autre exemple de fable intégralement réécrite pour le savon Gips, Le renard et les raisins. Certains Gascons fort mal en point, honnêtes cependant, il faut noter ce point, rencontrent un jour sur son passage de savon Gips un superbe étalage. Parbleu, voici qui vient à point, c'est pour ma barbe une heureuse fortune, se dit-il. Et dans son pourpoint, il fouille, mais n'y trouve point seulement le quart d'une thune. L'or, avisant la couleur des étuis et feignant pour eux le mépris, d'autant qu'ils n'y pouvaient prétendre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des marquis. Fit-il pas mieux que de les prendre ? On voit comment la publicité, finalement, se complaît dans ces réécritures de fables qui sont tellement présentes dans les esprits de tous qu'elles vont forcément parler et être attirantes. Ou encore un dernier exemple où on retrouve notre cher Benjamin Rabier, avec même cette fois-ci une fable inventée, qui est les deux rats, le renard et le dentole, avec le renard disant « Étrange véhicule et singulier licol, mes dents et non les leurs l'auront ce bon dentole », qui est une parodie de la fable « Les deux rats, le renard et l'œuf ». Normalement, c'est un œuf que tient le rat qui se fait traîner par son confrère. Voilà, donc on voit que tous ces motifs ne convoquent pas seulement le texte de La Fontaine, mais en fait on convoque ici des images, les images qui sont présentes dans tous les esprits, qui sont présentes dans la mémoire, ce qui fait que on peut déplorer dans un certain sens la méconnaissance des fables de La Fontaine. Dans la mémoire collective, on n'a pas forcément accès à la profondeur de l'œuvre littéraire de La Fontaine et la diversité de son œuvre, puisqu'on n'a plus que quelques fables répétées à l'infini. Mais quelque part, c'est aussi une manière pour La Fontaine de rester immortel. C'est dans ses représentations très communes, très populaires, et le fait que tout le monde ait accès en fait à ce patrimoine, même par une petite porte et même à travers une petite lorgnette. Et on ne connaît pas d'autres œuvres dans la littérature française qui a suscité autant de variété dans l'interprétation, dans l'imagination, dans les techniques. Donc finalement, quelque part, on accède ici à l'universalité et au sens éternel du texte de La Fontaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions... Pas de questions. Où est-ce qu'on peut trouver d'anciennes éditions de La Fontaine ? Oui, votre question c'est où est-ce qu'on peut en trouver, c'est ça ? À acheter ou à consulter ? À acheter. Alors, de manière générale, je pense que chez tous les antiquaires spécialisés plutôt libraires spécialisés dans le livre ancien, vous en trouvez régulièrement. Je n'ai pas connaissance d'un lieu spécifique où où vous puissiez acheter que des exemplaires de La Fontaine. Il y avait une traduction en anglais. Ah oui, tout à fait. Alors, il existe énormément de traductions des fables de La Fontaine dans beaucoup de langues différentes, donc aussi bien anglais, allemand que des patois français, ou encore il existe aussi en espéranto, il en existe en créole.
Alors c'est vrai que ces éditions ne seront pas toujours rééditées, donc si vous cherchez du neuf, il faut être assez vigilant. Enfin, cette année en tout cas, à l'occasion du 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, il y a eu beaucoup d'éditions, justement des fables qui sont sorties sur le marché de l'édition. Mais sinon, vous en trouvez facilement, ne serait-ce que même sur Internet ou chez des libraires de livres anciens. Ça circule beaucoup. Ça circule beaucoup. Je ne peux pas vous donner mal.